Pratiquement 16h30 sur iTélé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Voici les titres que nous développons ce soir. La première sortie dans l'espace d'un Français, Thomas Pesquet, c'est en ce moment. L'objectif, installer de nouvelles batteries autour de l'ISS. Vous découvrez ces images, c'est à suivre dans quelques instants. Michel Chevalet sera en plateau. Une nouvelle alerte météo. 8 départements de l'Est sont concernés pour neige et verglas. On fera aussi un point sur la tempête d'hier. Il y a toujours ce soir 110 000 foyers privés d'électricité. Alexandra Blanc sera en direct avec nous en plateau. On ira également sur le terrain retrouver nos envoyés spéciaux. De nettes divergences, mais sans pugilat. Premier débat hier soir de la primaire de la gauche. Le deuxième, ce sera dimanche à suivre sur iTélé à 18h. On verra que les candidats ont repris le chemin de la campagne aujourd'hui. On ira aussi à Hénin-Beaumont ce soir. C'est Emmanuel Macron qui se rend sur les terres FN. Et puis Renault dans le viseur. 3 juges d'instruction vont enquêter sur les dispositifs utilisés par le constructeur pour contrôler les émissions polluantes de ces voitures diesel. C'est à suivre à la fin de ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur iTélé. D'abord, c'est l'événement de la journée dans l'espace. Thomas Pesquet effectue en ce moment sa première sortie dans l'espace autour de l'ISS, donc, image que vous découvrez. L'objectif, il est bel et bien d'installer de nouvelles batteries, opération réalisée avec un Américain, l'actuel commandant de l'ISS. La sortie va durer au total 7 heures. Les explications de Michel Chevalet. Comment sait-on que ça se passe bien ? Le sol, Houston, où il y a les gens qui regardent, parle pas. C'est calme. C'est calme, c'est calme. Non, mais j'en ai vécu. Oui. Ils ne donnent pas d'ordre, ils les laissent bosser, parce qu'ils bossent très bien. Ce sont des marathoniens. Et moi, je dirais, c'est même un ballet, une chorégraphie. Et surtout, ce qui est étonnant avec Pesquet, c'est que ses mouvements sont lents, il est stable, il n'agite pas les bras, les pieds. Il y a une très très grande maîtrise. Comme si, j'oserais dire, ça c'était la 3e ou 4e sortie qu'il fait. C'est tout de même étonnant. Et de fait, ils travaillent, ils se hâtent, on dirait, lentement. Et donc, ils ont près d'une heure et demie d'avance sur leur programme. C'est-à-dire que tout se déroule à merveille. Mais il faut dire qu'il a comme compagnon le commandant de bord, bien sûr, Chen, qui est déjà sorti 4 fois dans l'espace. Et là, c'est sa 2e sortie sur cette mission. Donc, c'est un vieux routier qui coordonne bien. C'est-à-dire qu'ils s'entendent aussi très bien. Et puis quand vous voyez les images, regardez, ils survolent à peu près l'Amérique du Sud actuellement. Il fait grand jour maintenant. Et vous voyez derrière, dans les poutrelles derrière, avec la caméra, ça c'est une caméra de casque, puisqu'on voit en gros plan les mains, eh bien on devine la planète Terre derrière avec le bleu des océans. C'est-à-dire que Pesquet fait son boulot, mais en plus, il va pouvoir lever la tête. Et regarder. Et bien voilà. Et ça va être magnifique. C'est ce que lui dit tout le temps Perrin ou Clairvoy qui était sur ce plateau. Regarde, profites-en. Parce que une fois dans sa vie, enfin, je pense qu'il va faire d'autres sorties, Pesquet. Voilà pour les explications de Michel Chevalet tout à l'heure. Également à la une aujourd'hui, cette nouvelle alerte météo émise par Météo France. On va en parler avec vous en plateau ce soir, Alexandra Blanc. Rebonsoir. Ce sont 8 départements qui sont placés en alerte orange par Météo France. Exactement, 8 départements placés donc en vigilance par Météo France des Ardennes. En redescendant vers le Jura, vous avez eu la tempête hier. Aujourd'hui, c'est plutôt la neige qui concerne donc les régions de l'Est et du centre-est. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre localement? Entre 2 et 5 cm tout au long de la soirée. En plaine, bien sûr, sur les reliefs, vous aurez davantage de neige. En moyenne, 10 à 20 cm. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour les reliefs. Le plus gros de l'épisode est plutôt attendu en début de soirée, en moyenne de 18h à 22h, donc principalement pour le Doubs, le Jura ou encore la Côte d'Or. Merci beaucoup Alexandra. Peut-être un petit mot sur l'évolution peut-être quand même. Alors l'évolution, donc samedi, toujours de la neige, principalement sur les régions de l'Est. Et dimanche, une situation à surveiller puisque peut-être que le bassin parisien pourrait être concerné par quelques chutes de neige. Une situation donc à surveiller et surtout le froid qui revient à partir de mardi prochain. Une vague de froid va toucher l'ensemble de la France avec des températures très souvent négatives. Et cet air qui nous arrive donc de l'Europe centrale. Donc couvrez-vous, ce week-end on a la neige et puis la semaine prochaine, le temps restera sec mais très froid. Allez, écharpe et gants au programme. Merci Alexandra, c'était complet ce soir. Les conséquences de la première grande
tempête hivernale, Elle a balayé hier soir et cette nuit le nord de la France. Conséquence, c'est encore 110 000 foyers qui restent privés d'électricité ce soir. Dans l'Oise, direction Val-d'Ampierre, on vous retrouve en direct pour iTélé, Marie Aubazac. Bonsoir Marie, il a fait froid apparemment derrière vous aujourd'hui et des foyers restent encore privés d'électricité, Marie. Oui, effectivement, dans ce village que vous voyez derrière moi, qui est le plus touché de la Picardie, où 30 000 foyers sont toujours privés d'électricité, eh bien dans ce village, ce sont 200 foyers qui sont affectés par une panne de courant. Ça représente environ un quart de ce village où l'école a été fermée aujourd'hui. Dans la nuit, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 136 km/h ont été relevées. Un vent très violent, donc, qui a entraîné la chute de plusieurs arbres sur différentes lignes électriques. Et à quelques mètres d'ici, les techniciens d'Envis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, sont actuellement en train de réparer 2 poteaux électriques qui ont été endommagés pour tenter de rétablir la situation. Je vous propose justement d'écouter le directeur territorial d'Envis. En fin de matinée, là, nous étions à une quarantaine de milliers de clients coupés encore en Picardie, c'est-à-dire que nous avons réussi à rétablir depuis hier soir plus de la moitié de nos clients, puisque nous avions hier, en début de nuit, à peu près 100 000 clients coupés en Picardie. Nous avons doublé notre astreinte dès l'après-midi hier, et depuis nous avons encore fait revenir du monde. Nous avons même mobilisé la force d'intervention rapide d'électricité, qui nous vient de Bourgogne et de Lyon, pour renforcer les effectifs de l'Aisne, qui est le département le plus touché de Picardie. Vous l'avez entendu, les techniciens d'Envis qui travaillent d'arrache-pied ici dans ce village. L'électricité devrait être rétablie aux alentours de 18h. Pour le reste du territoire, Envis parle d'un retour à la normale demain ou après-demain. Et je vous rappelle que 110 000 foyers sont toujours privés d'électricité actuellement. Marie Aubazac en direct depuis l'Oise avec les équipes d'ITélé qui vous accompagnent ce soir pour un point complet sur les intempéries d'hier. La politique maintenant, une audience de 3,8 millions de téléspectateurs, de nettes divergences mais pas de pugilat. Premier débat hier soir de la primaire de la gauche, le deuxième ce sera dimanche à 18h sur iTélé. En attendant, la campagne a repris, on verra ça dans quelques instants. Les réactions depuis hier soir avec Marc Pope. Pour la plupart des journaux, le débat s'est déroulé de façon apaisée, mais peut-être un peu trop. La principale critique qui ressort de cette première rencontre est l'absence d'entrain des 7 candidats, comme en témoigne le dessin de rançon publié dans Le Parisien aujourd'hui en France. On y voit Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron assis devant la télé, s'accordant sur la nullité des candidats. Le quotidien parle ainsi d'un tour de chauffe peu convaincant. Un constat que partage Libération sur son site internet. Le journal de gauche estime que chaque candidat a avancé ses pions sans trop se découvrir. Le journaliste dresse ainsi la liste des phrases chocs des candidats avec une observation. Les critiques se sont davantage concentrées sur Manuel Valls et Benoît Hamon. De son côté, Le Figaro décrit un débat fastidieux d'une gauche à bout de souffle. Pour le journal de droite, ce premier exercice n'a permis qu'aux petits candidats comme Sylvia Pinel et Jean-Luc Benamias de se faire connaître. Le débat a également moins passionné les téléspectateurs que lors du premier débat de la primaire de la droite. 3 800 000 personnes ont ainsi regardé la première chaîne, contre 5 600 000 le 13 octobre dernier. Et voilà pour les images d'hier soir et les réactions. Vous le disiez, Vincent Peillon sur le terrain aujourd'hui. Manuel Valls également. C'est aussi le cas d'Emmanuel Macron qui est toujours en marche à Hénin-Beaumont ce soir. Bonsoir Loïc Signor, vous suivez le candidat pour iTélé. Emmanuel Macron, bel et bien sur les terres FN ce soir, Loïc. Oui, c'est ça, sur les terres du Front National. Le candidat En Marche est ici dans les Hauts-de-France, une région à droite, dirigée par Xavier Bertrand, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, pour développer ses propositions en matière d'éducation. Ce sera le cas notamment demain matin dans une école maternelle de la banlieue lilloise. Mais c'est d'abord ici, à Hénin-Beaumont, qu'il fait étape dans une zone industrielle sur les terres du Front National. Et nous avons pu interroger le maire Steve Briois, le maire Front National de cette ville d'Hénin-Beaumont. Écoutez, pour lui, Emmanuel Macron a fait preuve d'absence de courage politique. Écoutez pourquoi. J'ai l'impression qu'il fuit le peuple, qu'il organise des choses très bien confinées, afin de ne pas être confronté non plus avec les habitants d'une ville. Voilà, il a préféré venir là plutôt que, par exemple, d'aller visiter le Pôle emploi, parce qu'au Pôle emploi, là, il aurait pu voir quelles étaient les conséquences néfastes de sa politique. Parce qu'aujourd'hui, il veut s'afficher comme étant la nouveauté politique. Or, il n'est pas l'homme neuf, c'est un homme du système qui était au gouvernement.
Voilà celui qui est devenu cette semaine personnalité politique préférée des Français et donc sur les terres du Front National. Mais demain, il sera sur celle du Parti Socialiste et pas n'importe lesquelles. Il sera sur les terres de Martine Aubry, la maire de Lille, qui avait exprimé son ras-le-bol, je cite, à l'égard d'Emmanuel Macron. Mais pas de quoi gêner le candidat En Marche qui tiendra un grand meeting demain à Lille. On attend près de 7000 personnes. Déjà dans les colonnes du journal local ce matin, à La Voix du Nord, Emmanuel Macron appelait les socialistes à le rejoindre s'il voulait gagner en mai prochain. Une manière pour lui de parasiter la primaire de la gauche qui bat son plein et dont le deuxième débat aura lieu dimanche. Effectivement, en direct sur iTélé dès 18h. Merci à Loïc Signor avec les équipes d'iTélé qui vous accompagnent depuis le Pas-de-Calais pour iTélé. En bref, toujours en politique, le président François Hollande est arrivé tout à l'heure sur la base opérationnelle de Gao, principale ville du nord du Mali, pour une visite surprise et éclair auprès des troupes françaises et maliennes engagées, vous le savez, plus que jamais contre le djihadisme. C'est ce qu'a constaté ceux qui suivent le chef de l'État en ce moment, accompagné de Jean-Yves Le Drian. Il doit assister à un briefing et rencontrer également des officiers français et maliens. Également à la une ce soir, si vous nous rejoignez, ces 3 juges d'instruction qui vont enquêter sur les dispositifs utilisés par le constructeur Renault pour contrôler les émissions polluantes de ses voitures diesel. C'est ce que fait savoir aujourd'hui le parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire pour tromperie. Une annonce qui a fait bel et bien chuter le cours de l'action Renault. Didier Laurent est journaliste à Auto Press Club. On l'a joint tout à l'heure par téléphone. Écoutez-le. Ce qui arrive aujourd'hui à Renault, finalement, c'est la suite logique de ce qui est arrivé à Volkswagen aux États-Unis. On a des normes qui sont pas bonnes, on a des méthodes de calcul qui sont pas bonnes, et on a des technologies qui sont viciées pour pouvoir répondre à des normes qui sont plus en adéquation avec ce qu'on sait faire technologiquement, avec la vraie vie d'aujourd'hui. Et maintenant, il va falloir régler le problème de 2 manières. D'une part d'un point de vue législatif et d'autre part d'un point de vue technologique, afin qu'on arrête de conduire les constructeurs à faire des bêtises qui nous amènent aujourd'hui à avoir des procès et éventuellement des problèmes de santé publique. Et voilà pour l'essentiel. Vous restez bien sûr avec nous sur iTélé.